failli faire une dinguerie, les gars. Je me suis dit, vas-y, fais genre que tu vas rapper. Et après, Ah ouais. eh ben non, ouais, pas du non, tout. Là, on est passé à côté d'une catastrophe industrielle. Hein. C'est un métier. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, bah trop bien parce que ça y est, j'ai une nouvelle pépite. J'ai une nouvelle pépite du rap français, quoi. Là, c'était déjà une pépite. Ouais. Mais là, le dernier freestyle est juste incroyable. Manuel, en parlant du freestyle, tu l'as écouté? Manuel, tu as branché ton sonotone pour écouter la musique de Jones? Ouais, vous foutez de ma gueule ou quoi? J'écoute plein de rap, moi. Tu l'as déjà écouté ou pas encore? Parce qu'il est sorti assez récemment, le freestyle d'Oli sur Skyrock, Planète Rap. Non, j'y ai pas donné l'attention que ça mérite. Mais je suis au courant. N'hésite pas à mettre ton micro devant ta bouche parce que derrière la tête, ça marche moins bien. Non, mais bon, allez-y, on va faire cet épisode de merde, là. Arrête, tu nous fais chier. Sinon, on tourne rien. Moi, je rentre chez moi. C'était pas investi. Il y a des punchlines Bah, de on ouf. t'entendra plus. Oui. C'est un freestyle qui dure 10 minutes sans aucune presque respiration. Ou en tout cas, quand il y en a une, c'est une punchline. C'est ce que dit Oli. Je trouve ça incroyable et ça m'avait manqué. Il y avait des freestyles de Jul que j'adorais sur Skyrock. Même Oli, hein, il a toujours fait des super freestyles sur Planète Rap. Simplement, ouais, j'ai l'impression que celui-là, les gens ont pris conscience qu'en fait, ils avaient une vraie compétence, les deux. Et que là, il nous a fait du pur rap pendant 10 minutes. Et c'est trop cool que ça ait le succès que ça mérite. Bah c'est plus d'écriture que de prod. Et c'est ça qui est un peu magique, c'est que quand tu arrives sur Skyrock en tant qu'artiste, tu as un micro, un beat, ça s'appelle un beat, ouais. Et tu rappes dessus avec juste ce que tu as écrit, mais il n'y a pas de prod, il n'y a pas de voix modifiée, de rythme, de décalage, etc. Enfin, il n'y a rien que tu pourrais avoir normalement dans un CD quand tu vends une musique ou autre. Manuel avait fait un super freestyle sur Planète Rap, on vous met un extrait. Il va falloir qu'on tourne un truc, Manuel, en off. Ouais. Pour qu'on le fasse passer. Moi, je vais faire Fred Musa. Ouais. Et toi, tu rappes. Vas-y. On m'a toujours dit que j'avais un gros. Vous voulez? Attendez, je remets l'intro. On peut essayer. Hein. Allez-y, à vous. Ah bah non, il n'y a plus personne. En fait, c'est un métier. Bon, j'ai retenu pas mal de punchlines. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Il y a peut-être des punchlines qu'on coupera en off, mais il y en a quelques-unes qui m'ont... Voilà. Ce qui va être intéressant, c'est de voir que... Mais on écoute? T'as sélectionné tous les passages? Non, c'est fait exprès. C'est pour donner envie aux gens d'aller écouter. Et c'est vraiment... Non, on va les lire premier degré. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que dans le freestyle, ça passe. Tu te dis, c'est hyper stylé. Là, il a donné un sens à ma vie avec cette phrase, etc. Est-ce que si tu l'analyses premier degré comme un texte d'auteur, ça fait autant sens? J'ai hâte d'avoir cette réponse. Première punchline, les gars, que j'ai noté. Encore une fois, il y en a plein. Je vis avec le doute. C'est mon plus fidèle colocataire. Je pense que c'est un truc qu'on part... Enfin, avant de parler à votre place, vous avez déjà douté. Mais tu vas jamais parler à notre place. Si. Tu vas parler à ta place, ça sera déjà pas mal. Moi, je ne doute jamais. Non, c'est très intéressant comme phrase. Je trouve ça très beau, très vrai. Je pense que ça colle parfaitement à la personnalité d'Oli. Je le vois très bien comme ça. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, de douter en permanence, parce que ça veut dire que tu te remets en question et que tu cherches des solutions. Donc 100% d'accord avec cette phrase. Ben moi, c'est le premier sentiment que je camoufle tout le temps, en fait. J'aime pas dire que je doute ou autre, mais toute la journée, ma journée est une journée de doute. Avant de faire plein de trucs, quand ça a de l'importance, en tout cas, ne serait-ce que pour toi, même si ça n'a pas d'impact pour les autres et autres, mais quand tu fais quelque chose avec de l'envie et que tu as envie de faire quelque chose de bien, forcément tu doutes. Parce que tu te poses la question de est-ce que je pourrais faire mieux que ce que je suis en train de faire. Bah, si tu doutes pas, ça veut dire que tu fais que des choses que tu sais déjà très bien faire. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Manuel, je peux te poser la question droit dans les yeux. Est-ce que tu doutes? Est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu doutes? Ça m'a fait peur. Tout le temps, parce que je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais je pense que le monde est segmenté en 3 parties: ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et à partir du moment où tu as compris ça, bah, tu doutes tout le temps. Donc je pense que les gens qui ne doutent pas sont fous. Et je pense que plus on sait, plus on doute. Et il y a une citation d'Anatole France que j'aime beaucoup qui dit « Doutons même du doute ». Ouais, c'est bien. Je pense que le jour où tu ne doutes pas, tu ne progresses plus. C'est pour ça que beaucoup des gros créatifs, aucun rapport avec leur poids, sont très angoissés. Voilà. Bah, c'est même une caractéristique du créatif. Donc ils le manifestent différemment. Certains le manifestent avec un esprit un peu caractériel, voire colérique, c'est plus Steve. D'autres vont le manifester par
de la solitude ou le fait de vivre ultra protégé, ultra reclus, très séparé du reste du monde, de la vie du quotidien, etc., etc. C'est une vanne que tu fais souvent. Et écoute-moi bien, j'allais dire, je vais la faire à chaque épisode. Ce sera le running gag de Take Out. Parfait. Donc, je pense à des créatifs de mode comme Olivier Roustin chez Balmain, etc. Donc, il y a différentes façons d'exprimer son doute, mais quand tu crées, tu es beaucoup dans le doute. J'ai l'impression que c'est surtout quelque chose qui est propre à tous ceux qui veulent accomplir de grandes choses. N'importe qui, un mec qui prépare le concours du meilleur ouvrier de France en pâtisserie, il doute. Je veux dire, il n'y a pas de level, tu vois. Moi, j'ai autant de considération pour le meilleur ouvrier de France du pâté en croûte que je sais pas moi, n'importe quel créateur que Elon Musk que tu adules, tu vois. Et j'ai exactement la même considération pour les deux, voire peut-être même un peu plus pour le MOF. Je te remercie. Et plus tu réussis, plus tu doutes. Il y a qu'à voir le reportage sur Orelsan, la dernière saison. Comme il a fait des albums qui ont très bien marché et qu'il est tout là-haut dans le rap français, il doute énormément parce que c'est là que tu es le plus disposé à décevoir. Comment on gère le doute ? Il y a un doute qui n'est pas dangereux, où quand on doute tout seul, tu peux assez vite quand même prendre le pas et décider à la fin de faire quelque chose et puis tu verras bien le résultat. Mais il peut y avoir un doute qui peut aussi t'apporter de la protection. Le timing, et c'est ce qu'a très bien dit Léo dans sa dernière vidéo, c'est qu'il faut imposer une contrainte. Ce qui fait que le doute devient vertueux, c'est à partir du moment où il existe une contrainte. Dans la création, la mode est rythmée par les collections. Donc il doute énormément, il cherche quelque chose d'extrêmement créatif, mais il y a une date de collection, il y a une date de défilé. Donc, et tu ne peux pas échapper à cette contrainte. Il faut être prêt. Et souvent, la couture se termine, quand je dis la couture, c'est la haute couture, les pièces sont terminées genre la veille dans la nuit et défilent le lendemain. Donc voilà, quand tu crées ou quand tu écris, si tu ne t'imposes pas une contrainte, ce doute peut te ronger éternellement et tu ne produis finalement rien en fait. Parce que je crois que le doute, autant il est bon signe, mais il sert pas à grand chose. Donc il faut accepter de douter, il faut accepter le signal que ça envoie, mais en fait le seul moyen d'effacer le doute, c'est de tester. Moi j'ai beaucoup de mal avec les personnalités qui sont très sûres d'elles et qui ne doutent jamais, etc. Je pense qu'il y a un peu de méthode Coué là-dedans sur tu vois, l'autodéterminisme, ne doute pas, travaille beaucoup, substitue au doute la quantité, le volume, l'assurance, etc. Tout ce qui est hustling, etc. Ça me perturbe beaucoup parce que j'ai quand même l'impression que c'est t'as une maladie incurable, prends un Doliprane, ça ira mieux, quoi. Tu vois, je suis pas sûr. Il me semble que c'est pas recommandé. Voilà. Donc, moi, j'aime au contraire les personnalités qui doutent, mais qui délivrent. Et qui les assument, du coup. Qui assument leurs doutes. Et qui assument douter. Ok. Et qui assument être sanctionnés par le marché. Ce qu'il y a de magnifique pour un artiste, si on prend n'importe quel artiste, mais là, on parle de Big Flo et Oli, mais c'est qu'à un moment, il faut sortir un truc. Et si les gens aiment, ils écoutent et ils achètent. Si les gens n'aiment pas, ils n'écoutent pas. Et donc, j'adore le fait qu'à un moment, tu prends tes responsabilités. Mais dans le processus créatif, le doute est souvent un signe de dépassement, de mon point de vue. D'ailleurs, toi, Léo, le doute t'habite. Je l'attendais. Non, c'est vrai ce que tu viens de dire. Moi, quand je sors une vidéo, c'est pas que j'ai plus de doute sur le contenu, c'est qu'il faut que je la sorte. Et soit la deadline que je me suis imposée approche, soit j'ai plus l'énergie d'aller au-delà, donc je la sors en me disant j'aurais peut-être pu aller plus loin, mais à un moment donné il faut que ça sorte, et c'est ce qui te sauve en fait en tant que créatif. Il y a des moments où ça marche pas, et là tu peux identifier pourquoi, c'est déjà une chance en soi d'avoir un échec, et il y a des moments où ça marche très bien et tu dis j'étais le seul à en douter. Et je pense quand il y a du doute et cette espèce de métaphore filée sur sa vie sexuelle, c'est formidable. C'est incroyable. Moi, je pense aussi que tu as différentes personnes à qui parler. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche pas. Toi, tu peux toujours me couper la parole. C'est ce qu'adorent les abonnés. Il y a des moments où, je dirais pas souvent, 4 fois sur 5, ça marche pas. Ah oui.
de temps en temps, quoi. Je pense aussi après qu'il faut que tu aies des catégories de personnes à qui tu peux parler du doute. Si tu es manager, par exemple, il y a des choses où une équipe doit compter sur toi. Tu peux pas arriver et dire à 10 personnes « Alors, j'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup hésité, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on fait ?» Tu manages rien, moi, en fait. je suis pas du tout d'accord avec ça. Ah ouais? Alors, mais pas du tout. Mais pourtant, je croyais à ça au tout début de ma carrière professionnelle. C'est trop intéressant là ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'au début, quand tu manages les gens, tu es intimement persuadé qu'il te faut des certitudes, il te faut des guidelines, les gens que tu gères attendent de toi des réponses, etc., etc. Et en fait, avec le temps, tu te rends compte que non. Parce que ce que veulent les gens, si tu as recruté les bonnes personnes, c'est quelqu'un qui est humain. Donc c'est quelqu'un qui a des doutes. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions, mais jamais sans leur en avoir parlé ou les avoir peut-être consultés. Alors tu peux les écouter et faire le contraire de ce qu'ils t'ont dit. Ça, c'est ta responsabilité de manager. Mais je pense qu'au contraire, on a de l'empathie pour un manager à partir du moment où on voit que ce manager s'évertue à trouver la meilleure solution face à une situation complexe. Et s'il vient avec des certitudes et pas avec des doutes, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui vient avec des présupposés. Okay. Et donc moi, des managers, j'en ai eu dans mes équipes. J'ai mis à des positions de management des gens qui ont drivé des équipes avec beaucoup de certitudes. Je les ai systématiquement virés très vite. Je considère que la fonction d'un manager, c'est de faire émerger des idées. Ça n'est pas de savoir lui-même. Sa fonction première, c'est d'extraire ce qu'il y a de mieux parmi les experts et les équipes qu'il manage. Ça n'est pas de savoir. Un manager qui prétend savoir, c'est juste un chéfaillon. C'est intéressant, ouais. Mais c'est... Catapulte, direction Pôle emploi. Prochaine punchline ? Oui. Génération indécis, impossible de le renier, et souvent, les premiers rendez-vous sont aussi les derniers. Ça aurait dû être le cas entre Manuel et toi. c'est tellement vrai. C'est vrai. C'est tellement une anomalie. Comme quoi, on ne comprend pas ce qui se passe, mais parfois ça marche. Bon, génération indécis, Manuel, quelque chose à dire ? C'est ton sujet. C'est-à-dire ? Tu détestes cette génération qui est indécis. Quoi ? Attention à ce que tu... Ben non, mais c'est vrai. Tu détestes cette génération. Non, cette génération, je finis, de personnes indécises, qui disent oui à tout, qui savent pas dire non, qui prennent pas de responsabilité. Enfin bref, on en a parlé des dizaines de fois. C'est pas ça l'indécision. L'indécision, c'est changer d'avis non-stop. Je suis pas d'accord. Quoique. Pas mal. Pas mal. Je savais qu'il allait faire ça. C'est ça l'indécision. Et moi, j'ai pas de rapport aux générations. J'ai un rapport aux individus. Je me fous de savoir si tu as 60 ans, 15 ans, 35 ans. Ce qui m'intéresse, c'est quel individu tu es et qu'est-ce que tu produis au stade où tu en es. Tu peux être très talentueux à 20 ans. Merci. Je te rappelle que tu les as passés depuis un moment, Léo, même si tu refuses d'y croire. Oui, mais tu sais, moi, je crois pas trop à l'âge. Moi, je m'intéresse à l'individu. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Et tu peux être pétri de certitude à 60 et parfaitement imbuvable. J'ai énormément de respect pour les gens qui sont très intolérants avec eux-mêmes et tolérants avec les autres. Pas le contraire. Ben, je pense que c'est un problème entre guillemets générationnel parce qu'on a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de loisirs, beaucoup plus de sollicitations et du coup t'as envie de changer de métier toutes les 3 semaines en fait. Mais le fait d'en avoir envie et le fait de le faire, c'est deux choses différentes. Voilà. Bon, voilà. C'est ce qui crée des passions. Tu peux avoir envie de bouffer toute la carte au resto parce que tout a l'air bon. Et est-ce que tu dois devenir boulimique et vomir 1 heure après ? Pas forcément. Faut savoir pas que souhaitable. Romain teste tous les alcools quand on va dans un restaurant. Et pas que. Il demande un shot de chaque. Non. Je demande les fournisseurs surtout avant. Oui, bien sûr. Voilà. Le love, c'est pas que dans les films et je dois faire confiance et vivre avec mes blessures. Celle-ci, je la trouvais à la fois super puissante et j'ai l'impression que c'est un truc ultra difficile parce qu'on se dit toujours le passé c'est le passé, maintenant on vit, etc. On voit l'avenir et tout, mais le passé définit profondément qui tu es. Je sais pas comment vous l'avez interprété là. Le love, c'est pas que dans les films et je dois faire confiance et vivre avec mes blessures. Vous l'interprétez comment ? Et il parle de son ex dans une autre partie du texte où il dit mon ex ne sait pas que dans chaque titre je parle un peu d'elle. Donc j'ai l'impression qu'il y a une histoire un peu compliquée derrière ça.
et que ces deux punchlines sont reliées. Voilà, il est humain et c'est très bien. Nos blessures font partie de notre histoire, mais par contre, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ton passé, c'est ton passé, mais si tu commences à t'en servir comme une explication à tout ce qui t'arrive aujourd'hui, etc., c'est surtout une espèce de justification qui t'interdit de progresser. À un moment, ton passé explique des choses, ça les explique pour mieux les comprendre et t'en émanciper. Pas pour te justifier. Donc Non, ça bien sûr, mais ça définit pourquoi tu as parfois plus de difficultés dans un sujet qu'un autre, pourquoi tu es plus sensible à ça qu'un... Enfin, ça te permet en tout cas de mieux travailler sur tes faiblesses. Parce que tu sais justement d'où tu viens, ce que tu as vécu, et du coup, tu sais ce que tu dois améliorer. Ça te permet d'expliquer, de comprendre et de corriger. Ok. La dernière partie est importante. Oui. Si tu corriges pas. Si tu te réconfortes et tu te vautres dans l'explication et la compréhension, t'avances plus. Après... Je lui souhaite de rencontrer, de vivre l'amour plein et entier qui a un impact sur les individus normalement constitués, en fait. Et visiblement, ça a l'air d'être un peu difficile. Léo, la prochaine... Parce que j'en comprends, en tout cas. Oui, c'est vrai. Léo, la prochaine punchline, elle est pour toi. Ah, tu l'as écrit pour moi ? Non. Ah. Oli, peut-être. Je pensais que c'était... Enfin, Oli l'a écrit, pas je l'ai écrit pour toi, Oli. Ah, ouais. Oh la vache. Ça, tu laisses absolument, Thomas. Je t'en supplie. J'ai peur d'avoir 30 ans, le temps me catapulte, je préfère rester enfant quand je vois les adultes. Alors, Léo, c'est un enfant. Je suis pas... Eh ben, tu vois, j'allais dire, je suis pas d'accord avec cette partie de la phrase. Mais ça lui est propre, je suis pas en train de dire qu'il dit de la merde. Non, moi, je me suis jamais dit j'ai envie de rester... Je suis pas trop syndrome de Peter Pan. J'avais pas forcément envie de rester enfant. Au contraire, c'est tout ce qui me fait peur dans le fait de vieillir, c'est de me dire, putain, j'ai 25 ans. J'aurais aimé faire beaucoup plus avant mes 25 ans. Donc oui. c'est pas le truc de vouloir rester en enfance. Léo n'a pas envie de rester enfant. Léo a peur du temps qui passe. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Ouais. C'est juste. C'est exactement ça. Je suis vraiment tombé. C'est juste Merci. son prénom. Je vous dois combien pour la séance ? C'est gratuit pour toi. Oh, c'est gentil. Oh putain. Ah, toi, t'as pas eu ça ? Bon, on m'a pas appris à vendre et gueule. à défendre. D'accord. Fait très peur. Pardon. C'est pas le sujet. Donc voilà, non, mais ça lui est propre. Manuel, tu parles toujours et à la fois jamais de l'âge parce que tu dis toujours, et tu as une expression que j'aime beaucoup qui est l'âge c'est pour ceux qui travaillent à la poste. Et d'un autre côté, tu le dis, non mais c'est vrai, il le dit, et d'un autre côté, tu parles souvent de l'âge, d'à quel point c'est pas un facteur, etc. Ça t'a marqué toi pendant un moment de te dire que t'étais trop jeune pour certaines choses ou pas, ou pas assez vieux? Si t'écoutes les gens, il y a toujours un truc qui va pas. Donc moi j'ai créé une boîte à un âge qui était trop jeune pour créer une boîte. Ensuite tu diriges une boîte à un âge qui est trop jeune pour que cette boîte soit aussi grosse. Et puis au final tu finis par être trop vieux pour t'intéresser à d'autres sujets ou à d'autres générations. Enfin bref, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et moi tous les gens qui rentrent par des raisonnements un peu simplistes comme ça, des clés d'entrée un peu simplistes ou caricatural, c'est pas bon signe. C'est jamais bon signe sur ce que tu vas entendre après en fait. Donc non, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas en fait. Toi Romain, j'ai l'impression que tu t'en fous un peu. Pour moi, ça a toujours été problématique dans la façon dont je m'exprime aux gens qui ont soit 20 ans, soit 60, parce que quand je suis persuadé d'avoir raison sur un sujet que je maîtrise, et sur un sujet que je maîtrise depuis un moment, je peux te parler de la même manière, peu importe l'âge que tu as. Et ça m'a souvent valu quelques problèmes de relation, parce que t'as des personnes qui ont passé la cinquantaine, soixantaine, et qui ont envie juste de te répondre « j'ai rien à apprendre d'un petit jeune, machin ». Et donc c'est le genre de truc où je ne peux pas rentrer dans ce jeu-là, et j'ai dû apprendre, du coup, à parler à ces gens-là pour déjà les détecter, et me dire « ok, attention, là t'es face à un mur, de toute façon ça sert à rien de rentrer dans son jeu, accepte le truc et puis c'est fini ». Et de l'autre côté, ce qui m'a fait le plus chier, c'est que j'ai eu beaucoup de mal pour apprendre des gens beaucoup plus âgés et expérimentés parce que j'étais trop jeune, soi-disant, pour faire ça. On m'a toujours dit « ah ça va, t'as le temps ». Ah ça sera plus tard, ah t'as le temps pour. Et ça, moi, ça m'a beaucoup bloqué. Et c'est ce que j'ai toujours recherché en fait. Demande à ces gens-là en général qu'est-ce qu'ils ont fait de ce temps. Tous les gens qui te disent t'as le temps, c'est des gens qui n'en ont rien fait en général. C'est vrai. Après, il y a un truc qui est vrai quand même, c'est que plus tu prends en âge, plus tu prends en expérience et en sagesse. Moi, je sais qu'à 20 ans, j'avais plein de certitudes que j'ai moins aujourd'hui. Et j'ai pu avoir des conversations avec des personnes plus âgées en me disant c'est des vieux cons, ils comprennent rien à la vie. Moi, à 20 ans, il y a plein de trucs que j'ai compris. Et avec du recul, je me dis bon, j'étais un petit con quand même. C'est quand tu voulais être acteur porno ? Ouais. Du recul. Ce qui est dommage pour certains, c'est de ne pas profiter justement de la folie
que tu as en étant jeune. Tu as des jeunes qui peuvent te dire plein de trucs que tu trouves soi-disant cons, mais en fait, quand tu creuses un petit peu, ça vient bousculer tes codes, et en général, c'est les bons codes à adopter si tu veux être en avance sur la suite. Ce que je veux juste dire, c'est qu'à cet âge-là, si tu rencontres quelqu'un qui a l'air intelligent, qui a l'air de s'y connaître dans le domaine qui t'intéresse, écoute-le un peu plus. Mais c'est comme le goût. Ton palais évolue avec le temps. Il y a des trucs que tu n'aimais pas, et quand tu vieillis, il y a des saveurs que tu découvres. Il y a des trucs, tu te dis, putain, j'aimais pas du tout ce truc, et puis finalement, c'est pas si mal, etc. etc. Ben ça, c'est exactement pareil avec tes certitudes, ce que disait Léo tout à l'heure. Et c'est normal que quand ton niveau de connaissance est limité, et c'est pas méchant, c'est juste que c'est lié au nombre d'années conscientes de ta présence sur Terre, ben, tu as un nombre de connaissances qui est assez limité, même si tu essayes d'être la version la moins conne possible disponible à ce moment-là, eh bien, tu es pétri de certitudes, et puis plus tu avances, et plus tu te rends compte que ces certitudes volent en éclats. Par contre, le vrai flip, ça reste le temps, et je pense un peu comme Léo, moi je flippe du temps qui passe. Je pense que tu es très détendu à partir du moment où tu acceptes que de toute façon, tu n'auras pas le temps d'accomplir ce que tu imagines. Ouais, mais on a déjà eu la conversation avec Manuel sur certains trucs où je disais non mais là moi dans 5 ans j'ai déjà plus de 30 ans, c'est mort, même si ça se passe bien, qu'on fait ça, etc., c'est pas possible et tout. Et Manuel m'avait répondu une fois, il me dit mais t'as 26 ans, imagine que une boîte en moyenne tu l'as construit en 3 ans, tu la consolides en 5, et peut-être qu'entre 8 et 10-12 ans tu fais une belle vente, tu as construit une belle équipe, tu as créé de la valeur, etc. Et Emmanuel m'a dit la dernière fois, imagine, allez, avec l'énergie que tu prends soin de toi, etc., tu as jusqu'à au moins 65-70 ans peut-être pour créer c'est-à-dire que tu pourrais maintenant, là, si tu démarres maintenant, faire 5-6 activités encore différentes et travailler sur chacune pendant au moins 10 ans, mais j'arrivais toujours pas à le réaliser. Ce qui me rassure, moi, avec le temps qui passe, ce qui m'a réconcilié avec le temps qui passe, c'est de me dire que plus je vieillis, plus je me rapproche de l'héritage de Manuel. Pas mal. Je voulais pas connaître le patron, le stress, les pauses déj. Ça, les gars, je suis désolé, mais pourquoi est-ce que je me suis battu pour gérer mon propre emploi du temps? Et il y a plein de trucs même de ce qu'on fait tous ensemble, etc., où Manuel, avec Léo, nous disait non, mais là, les gars, pour ce que vous faites, vous devez être rémunérés, etc. Et moi, j'étais le premier à dire ah non, moi, je veux pas devoir quoi que ce soit, c'est très bien, laisse-moi dans cette position-là, comme ça, si je veux pas, je fais pas. Et moi, j'étais tellement stressé de ça, et d'un autre côté, je sais que ça me correspond juste pas. Ouais. Mais à côté, il y a ma mère, tu vois, qui est employée depuis 20 ans, sans aucun problème. C'est ce que j'allais dire. Faut retenir que ça lui est personnel, c'est son texte, c'est son ambition, c'est sa personnalité. Il y a plein de gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un au-dessus d'eux. Il y a plein de gens qui ont besoin de ce cadre de vie. Mais on a tous quelqu'un au-dessus de nous. Enfin, nous, on a tu vois, enfin, moi, le premier, quand je fais un partenariat, par exemple, sur YouTube, il y a... Oui, c'est différent. C'est très différent. Mais c'est très personnel. Il y a des gens qui ont besoin d'être employés dans une entreprise, et c'est le mode de vie qui leur convient, et même professionnellement, ça les intéresse plus. Manuel, à quel âge t'as su que t'allais, et comment t'as su que t'allais entreprendre? 5 ans et demi. Parce que t'es pas loin de la vérité. Arrête, sérieux? Parce que t'as monté ta boîte à 18 ans, mais... C'est lui qui a monté l'éco. Parce que l'anecdote dont je me souviens pas moi-même, mais dont je crois que je sais ce que tu vas raconter. Ma mère m'a rappelé que à 5 ans, je ne me soumettais déjà pas à l'autorité scolaire. J'avais dit merde à mon prof, etc. en maternelle. Et de là, il s'est dit, je vais entreprendre. Il est rentré à la maison, il a posé son goûter, son sac Franklin, il a dit tu es inemployable. Maman, je vais racheter l'école. Mais entre le savoir et pouvoir, parce que c'est un luxe aussi de pouvoir le choisir et de le faire et de commencer. Un luxe, c'est un choix. Oui, mais c'est un choix disponible pour tout le monde. C'est un choix disponible pour tout le monde. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde de l'entendre, mais c'est un choix qui est disponible pour chacun. La seule chose qui sépare ceux qui le font de ceux qui ne le font pas, c'est la quantité de concessions que tu es capable de faire. Il faut absolument construire des concessions pour... Parce que même si on n'est pas dans l'automobile, par exemple. Putain de merde. Bien. Je sors d'un concert, un petit m'arrête, il veut savoir la recette, comprendre les ficelles de ce game, avoir la formule secrète. J'aimerais lui dire qu'il doit se confronter à l'échec, encaisser les pics du net, mais je me contente d'un lâche rien et d'un check. Ça, c'est une des plus fortes, je pense.
de son freestyle. C'est tellement vrai. Moi, maintenant, ce que je dis quand les gens me demandent des astuces, etc., comment j'ai fait pour devenir youtubeur, je leur dis, c'est impossible. C'est vrai, et je t'ai vu faire une Et fois. Je m'arrête là. Il y avait un jeune qui était venu, je sais pas, c'était pas un stage ou un truc comme ça, Si, et vous en parliez, et Léo dit, mais c'est super difficile. Non, c'était pas un stage. Je dis ça parce que sinon on va encore recevoir des tonnes de demandes de stage. ouais, c'est vrai. Donc c'était pas un stage. C'était pas un stage. Voilà, comme ça, on a fait l'annonce. Quelle horreur. Voilà. Mais non, expliquer à quel point c'est difficile. C'était pas un stage. Moi, j'ai l'impression que ça, enfin, en tout cas avec ma personnalité, ça me motive plus. Bah oui. C'est parce qu'on m'a répondu trop de fois non et que c'est impossible. Moi, je me souviendrai toujours de ma mère qui m'a dit oui, mais des gens qui ont 1 million d'abonnés comme Cyprien, il y en a 1 sur 1 million. Et je lui avais répondu, mais avec cette audace, j'avais 13-14 ans, je serai ce 1 sur 1 million. Tu vois. Mais j'étais sûr de moi, mais quoi. C'est le seul conseil que tu peux te donner parce que cette personne connaît déjà tous les aspects positifs de ton métier. C'est son rêve. Et c'est vrai que c'est impossible de marcher sur YouTube aujourd'hui. Il y a très très peu de gens qui vont réussir à se démarquer et à faire quelque chose sur YouTube encore plus aujourd'hui. Maintenant, si je lui dis que c'est impossible et qu'il le prend pour acquis, bah ça veut dire qu'il n'était pas cette personne sur 1 million. Parce que ça veut dire qu'il n'avait pas la volonté, il n'avait pas la hargne nécessaire pour l'être. Si ça lui suffit que quelqu'un qu'il ne connaît pas lui dise c'est impossible pour qu'il arrête, bah terminé, je lui ai épargné quelques années de sa vie. Je suis tout à fait d'accord avec cette technique. D'ailleurs, moi, je ne réponds même plus. C'est pas vrai, t'es celui qui répond le plus d'entre nous. Tout à fait. Si vous voulez. Je réponds toujours, mais je veux pas que ça se sache parce que sinon j'ai trop de boulot. Donc considérez que je ne réponds pas. J'ai tellement fixé la couronne que j'ai fini par l'avoir. T'as plein de regrets, mais c'est trop tard. Une fois que t'es à la barre, les rappeurs ont le blues de la vache en route pour l'abattoir. Je crois que j'ai rien à dire là-dessus. Bon, les gens idéalisent le succès et quand ils y sont, ils se rendent compte que c'est pas si rose que ça. C'est dur. C'est difficile. Moi, je trouve ça plus dur. Et moi, ce que j'aime dans les artistes que sont Big Flo et Oli, c'est leur rapport au succès. Et le fait qu'ils en parlent, et qu'ils en parlent avec beaucoup de transparence. Ouais. À un moment, dans un passage de son texte, il dit « Je vis à l'hôtel à Paris, je suis pas propriétaire » ou un truc comme ça, je sais plus, je connais pas par cœur, mais je trouve qu'ils en parlent avec beaucoup de transparence. Avec le fait que ça met la pression, que ta vie du quotidien n'est plus du tout la même, que cette notoriété peut aussi être dérangeante et avoir des impacts vraiment très négatifs dans ta vie. Parce que quelque part, tu ne t'appartiens presque plus. Tu deviens une icône. Tu vois, tu es la femme à barbe de la foire. Prochaine. Ouais. Pensez à ces artistes qui avaient la cote, elle a changé la donne, on les croisait dans les backstage, pour eux on était des fantômes, moi je prenais sur moi et pourtant je savais que c'était abusé, mais mon petit doigt me disait que j'allais les baiser sur la durée. Tout est bien sauf baiser. Mais bon, c'est un rappeur donc il est obligé de mettre quelques gros. Ah non, c'est trop bien. Mais puis dans les titres de vidéos YouTube ça passe mieux, quoi. Il paraît que c'est souvent de très bonnes vidéos. Ouais. Moi je trouve que c'est très bien d'être motivé à l'idée de donner tort à des gens à partir du moment où ça n'est pas personnel. Ouais. C'est-à-dire toi, t'es pas revanchard, toi. Non, je trouve que c'est perdre un temps de fou que d'être revanchard. Je le suis beaucoup plus. Vis-à-vis de personnes. J'ai envie de donner tort à des gens qui ont à des affirmations gratuites. Quand on te dit ça marchera pas, ou je sais pas quoi, la meilleure réponse, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Ça n'est pas d'en faire un truc personnel, d'aller revoir le mec, de leur envoyer d'envoyer des emails pour dire regarde tu t'es trompé ou je sais pas quoi. C'est tellement petit, c'est tellement égotique, etc. Si c'est une source de motivation que de donner tort à des gens qui t'ont dit t'as pas ce qu'il faut pour que ça marche ou je sais pas quoi, tant mieux. Tu peux puiser ta motivation là-dedans. Mais à partir du moment où ça devient incarné et personnel, c'est un peu malsain. Léo, toi, t'es pas du tout revanchard. Par contre, t'aimes vachement répondre aux gens qui affirment des trucs faux. Alors ça, t'es un... Si, il est un peu revanchard. C'est son côté fouteux. J'adore ça. C'est mon côté... Non, moi, je suis beaucoup dans la punchline. Je suis beaucoup dans la conversation. Ça va pas du tout ensemble. Je suis beaucoup dans la punchline, mais je suis aussi beaucoup dans la conversation. Bien sûr, conversation qui t'arrache la tête, tu vois. Une conversation, c'est une succession de punchlines. Un débat, c'est ça. Plus ou moins.
le concept d'une conversation, c'est abattre l'ennemi. Non, moi, ce qui m'intéresse, au début, je le faisais de manière un peu malsaine. Ça, c'est un débat, Léo. C'est pas une conversation. Oui, mais moi, ça n'a rien à voir avec les débats. J'ai pas de conversation, j'ai que des débats. C'est ce que tu disais, Manuel. Au début, je le faisais de manière un peu malsaine et j'ai beaucoup assagi le truc depuis. Et simplement, non, quand je vois quelqu'un qui dit un truc qui est pas totalement dénué d'intérêt mais avec lequel je suis en désaccord sur mon travail, bah je vais lui répondre directement et souvent ils s'y attendent pas du tout et tu te rends compte que la deuxième version est beaucoup plus nuancée que la première, mais c'est très intéressant de discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec toi, qui aiment pas ton travail, etc. Souvent j'en tire quelque chose de positif. Je suis d'accord avec ce que dit Léo et je pense qu'avec le temps, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il y a aussi tu peux émettre ton point de vue tranquillement et on a eu une illustration encore il y a pas très longtemps et dire tu penses ça, moi je pense ça, voilà. Et tu peux très vite passer à autre chose. Je veux dire que la sagesse t'apprend aussi à laisser de côté des combats qui ne mènent à rien ou des discussions qui de toute façon n'ont pas d'intérêt. La quoi ? La sagesse. D'accord. Et ce que j'adore faire, cherche un S, pas un C, Romain, dans le dictionnaire. Quand je vois des gens qui me citent pas, mais je vois quand il y a écrit Léo Duff quelque part sur Twitter, disent par exemple la dernière vidéo de Léo Duff elle est vraiment nulle, j'adore juste répondre pourquoi. Et souvent les gens savent pas, donc ils se disent je l'ai plus trop en tête, je vais aller regarder, et puis t'as jamais de réponse derrière. J'adore faire cet exercice. Bon, pour assagir un peu ce propos juste après, et c'est sûrement en tout cas pour l'assagir que Oli dit mais fuck la haine, l'amour c'est l'échappatoire. Moi ce que j'aime bien dans cette phrase c'est parce que je suis persuadé, et c'est bon, en même temps c'est pas très difficile, mais plus il y a d'amour, mieux tu vas entreprendre ce que tu fais, etc. Plus tu vas bien le faire et y passer du temps. Et plus il y a de haine ou plus c'est revanchard, etc. En général, moins tu vas y passer du... Alors il faut préciser qu'on parle de l'amour au sens de la bienveillance, bien sûr, etc., bien sûr. Pas du sentiment amoureux forcément. Non, bien sûr. Voilà. Non, mais je le précise parce que... Je suis pas amoureux de mes emails. Si. D'accord. Allez, hein. Non, mais je le précise parce que dans beaucoup de cas, les gens font cette confusion. Moi, je suis pas d'accord avec la phrase, je trouve que c'est l'inverse. La haine, c'est un échappatoire, et l'amour, c'est l'opposé, ça te permet de te retrouver. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que tu peux assagir plus facilement des discussions et échanger correctement quand il y a de l'amour plutôt que quand il y a de la haine où l'autre n'écoute plus l'autre, quoi. Tu veux bien redire un échappatoire la pour phrase, moi. s'il te plaît ? Mais fuck la haine, l'amour, c'est l'échappatoire. Là, sincèrement, je sais pas trop ce qu'il veut dire. La seule chose que je peux dire, c'est que si tu aimes sincèrement, tu aimes les gens pour ce qu'ils sont, pas pour les changer. Rêve pas d'un César si tu dors pendant le casting. Ça, c'est très bien, ça. Elle est incroyable. Ça, c'est très très bien, c'est très puissant. C'est court, je sais pas si on a besoin d'en rajouter. Non, c'est parfait. Ça me fait juste penser aux gens qui passent plus de temps à consommer qu'à créer dans notre univers. Moi, ils sont repérables facilement parce que les gens perdent totalement le sens du vocabulaire aujourd'hui. Donc eux, c'est ceux qui disent « j'arrive avec du lourd, t'es pas prêt ». Ça arrive fort. Voilà, tu vois, tout ça, c'est formidable. Même paquet, ça sortira jamais. Je sais que j'aurai pas du temps dans toute ma vie, alors j'écris sur des bribes de temps. Ici, tu peux passer de la NBA à SDF. J'ai manqué l'adresse du bonheur, j'ai fait bugger le GPS. Là, moi, je trouve, mais ce n'est que personnel, qui se fait plaisir sur les rimes, etc. Voilà. Mais moi, perso, ça ne me parle pas. Moi, j'ai juste l'impression que peu importe ce qu'il fait et il a entrepris, il a toujours pas trouvé le bonheur, en fait. Que le bonheur, c'est une quête, mais c'est pas un point final. Tu peux pas le trouver comme sur le GPS, quoi. C'est pas, tu fais pas, ça y est, t'es connu, ça y est, t'as de l'argent, hop, ça y est, t'es heureux et t'as trouvé ton point GPS sur le bonheur, quoi. D'accord. Mais je sais pas, je trouve que c'est une espèce de... Alors c'est une démonstration de sa facilité d'écriture. Ouais. Ça sonne très bien. Et puis dans un freestyle de 10 minutes, il faut en mettre quelques-uns. Et puis il faut, respect. Mais celle-là ne me parle pas particulièrement. La prochaine, elle est pour toi, Manuel, parce que je sais que tu adores les boulangers. Ils sont tout le temps pris pour des exemples. Passionné, je suis le boulanger qui s'endort dans la farine. Et pas loin après, il dit on a percé parce qu'on n'avait pas le choix. Ça, j'adore. Ouais. Je l'ai noté dans le freestyle. Pas de plan B. Moi, c'est ma vie. Hein. C'est genre, je suis incapable de répondre aux gens quand ils me posent la question et si ça marche pas ? J'aimerais trouver cette stat. Je sais. Je la cherche depuis longtemps. J'aimerais trouver cette stat qui dit que les gens qui ont un plan B réussissent moins que les gens qui n'en ont pas. Mais c'est sûr, parce que ne serait-ce que tu vas y passer, mais même un infime moment, mais tu vas mettre de l'énergie. C'est pas sûr. À imaginer que ça marche pas. Juste le fait de le dire. Une étude sérieuse. Ça serait trop bien. Scientifiquement menée correctement, avec une vraie méthode, etc.
Et j'aimerais trouver cette stat. Si vous l'avez, écrivez-nous sur Twitter, ça m'intéresse. Mais j'en suis intimement persuadé. Les gens qui veulent réussir leur projet doivent y mettre de façon obsessionnelle 100% de leur énergie, tu dois te réveiller avec, t'endormir avec. Voilà, ça doit ne jamais te quitter. Et c'est ça qui va faire que statistiquement ton projet va mieux réussir que les autres, parce que c'est une obsession. Je suis pas sûr que la stat soit si intéressante, parce que je pense que ça dépend de plein de biais en fait. À mon avis, il y a plein de gens qui se lancent dans un projet sans avoir trop consulté, sans avoir fait d'expertise, sans être certain que c'est le bon projet, que c'est les bonnes personnes avec les bonnes compétences. Je prends pour exemple le nombre de gens qui ouvrent un restaurant en se disant « Oh, ça va être un truc familial, ça va être sympa » et qui n'ont aucun plan B. Je pense qu'il y en a plein qui échouent. Maintenant, je suis totalement d'accord avec vous. Si tu fais pas n'importe quoi et que tu te lances dans un projet qui te passionne vraiment, qui est fait pour ta personnalité, pour tes compétences, etc., et que tu n'as pas de plan B, il y a beaucoup plus de chances pour que ça marche. Mais au global, c'est ce que tu risques. C'est ça qui est en jeu. Au global, je pense que quand tu risques plus, voire beaucoup, tu te condamnes à plus réussir que ceux qui risquent moins. Et c'est ce que je trouve intéressant dans cette phrase. Et je veux revenir juste sur passionné, je suis le boulanger qui s'endort dans la farine, parce que pour moi, aujourd'hui, on est en train de... Il y a beaucoup de formations et tout qui te disent le but c'est la récurrence, même si tu fais quelque chose que 10 minutes, mais fais-le tous les jours, etc. Moi je pense qu'au départ, si tu veux justement avoir qu'un seul plan A, bah, il faut que tu t'endormes dans la farine comme tu le disais, il faut que tu mettes toute ton énergie dedans, parce que c'est sûr que sinon t'auras moins d'énergie. Chacun a son rapport à la drogue. Ouais. Ça va faire 10 minutes que je rappe ma thérapie. En 10 minutes, tu peux devenir père ou bien perdre la vie. C'est assez pour trouver l'idée que fera de toi un grand dans ce monde. 10 minutes pour tomber amoureux, c'est 600 secondes. Bah, qu'est-ce qu'on te dise à part qu'il est trop fort. Ça, c'est magnifique. Exceptionnel. Parce que c'est redonner de la valeur au temps, c'est réexpliquer qu'effectivement, en 10 minutes, tu changes un destin, mais même en moins. Mais c'est redonner de la valeur au temps. Quand j'écoutais le freestyle, sur cette phrase précisément, je me suis dit, il faut absolument faire cet exercice que de prendre un chrono, dire voilà, 2 minutes c'est long. Tu trouves que c'est pas long 2 minutes ? C'est long. Tais-toi pendant 2 minutes. C'est pas un ordre romain. Non, ta gueule. On s'habitue à la monnaie, mais jamais au succès. Ça, c'est vrai. Bah, moi, c'est l'inverse. J'aimerais bien inverser le truc. Vas-y. Bah, je suis habitué au succès, mais à la monnaie un peu moins. Donc, si vous, faire ta pleureuse. si vous pouviez me faire un don. Mon PayPal. Bon, c'était trop cool en tout cas. Déjà jusque-là. Non. Je regarde. Tu m'as dit la meilleure pour la fin. Ah. Donc on va se parler de la meilleure, mais déjà si on pouvait avoir l'avis de ceux qui nous écoutent pour savoir quelle est la meilleure punchline pour eux, vous nous le dites sur Twitter. Voilà, je fais la pub. Hashtag takeout, évidemment. Sinon, on vous voit pas. C'est compliqué. Reste focus, crois en toi, écoute pas leur baratin. J'ai confiance au temps comme une bouteille dans une cave à vin. Ah ouais, on n'a pas la même préférée, mais ça m'étonne pas que ce soit la tienne. Ah ouais, c'est quoi la tienne ? Moi, ce qui m'a choqué dans celle-là, c'est la faute de français. Relis-la. Reste focus, crois en toi, écoute pas leur baratin. J'ai confiance au temps comme une bouteille dans une cave à vin. J'ai confiance au temps. Ouais. Ça m'a dressé l'oreille. Putain, vous êtes chiant, je pensais terminer sur la meilleure. Elle est très bien. Ah non, mais elle est très bien. Exceptionnelle. Mais j'aurais préféré qu'ils disent dans le temps. C'était laquelle pour toi la préférée ? Je l'ai plus en tête. Mais oui, celle-ci est très bien. Après, ce qui m'attriste un peu, c'est que sur tout ce beau texte, tu as retenu la seule qui contenait de l'alcool. Merci les gars. Allez écouter le freestyle. Ouais, c'est exceptionnel. La bise.